Bon, je vous propose de débuter. On a des collègues qui vont nous rejoindre pour des parties un peu plus techniques, les parties juridiques qui vous intéressent probablement et que je maîtrise un petit peu moins, forcément. Donc je le répète, je suis Aurélien Sève, responsable innovation au sein du RESA, au sein du Centre de l'innovation par les achats, puisque nous avons depuis 2018 un Centre de l'innovation par les achats que je vais être amené à vous présenter. Mais tout d'abord, pour recontextualiser et vous montrer ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui comme sujet, c'est tout simplement, on va parler commande publique. Je ne peux pas passer outre une présentation rapide mais nécessaire du RESA en tant que centrale d'achat. Revenir sur les grands principes de la commande publique, et j'espère que ma collègue Angélique Dizier, qui est directrice adjointe du RESA, se joindra à nous. Ensuite, on abordera un point plus précis de savoir comment acheter des solutions innovantes, notamment avec le RESA. Et ensuite, si on a le temps et si ça vous intéresse, on pourra aborder un sujet plus précis qui concerne l'achat de solutions d'intelligence artificielle. Mais avant tout, pour débuter, et afin de revenir sur certains points plus larges avant de revenir sur le RESA, je souhaitais débuter par un chiffre. Alors ce chiffre, 233,2 milliards d'euros. Je me demande, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous savez à quoi ça peut correspondre? Je ne parle pas du projet de loi de finances ou de la dette française. Non, si oui, on n'est pas là. Non, ce chiffre, il représente le montant d'achat global de la commande publique en 2024. Ça représente 233 milliards d'euros en 2024, l'achat public. Donc ça concerne l'achat par les collectivités territoriales, l'État, les hôpitaux. Mais c'est pour que vous preniez la mesure des montants qui sont adressés sur ce sujet au global en France. Et si plus précisément on parle des établissements sanitaires, des hôpitaux, on parle en 2024 d'un montant d'achat de 42,6 milliards d'euros et à peu près 20 000 marchés publics qui ont permis de dresser ce montant. Donc forcément, vous êtes hospitalier, vous êtes également des entreprises qui vendent potentiellement aux hôpitaux. On voit que ça concerne un montant énormissime. Et lorsqu'on parle d'achat public, on voit qu'il faut donc se préoccuper du canevas, du règlement et de l'articulation avec les besoins des établissements lorsqu'on parle d'achat public. Autre chiffre, très rapidement, mais je ne vous apprends rien, c'est le nombre de groupements hospitaliers de territoire en France, 135. Et je remets le nombre d'hôpitaux et d'EHPAD. Pourquoi? Déjà pour vous dire que nous, au RESA, on travaille aussi bien dans le sanitaire, mais également le médico-social ou le social. Et on travaille principalement, je vais vous parler aujourd'hui des établissements publics, ainsi que des établissements privés à but non lucratif, les ESPIC. Mais ça vous permet d'avoir des chiffres globaux concernant les établissements adressés en général dans le système de santé. Alors, qu'est-ce qu'un marché public? Eh bien, forcément, c'est une très bonne question. Vous le savez, pour pouvoir effectuer tous ces achats et ces montants qu'on a pu présenter préalablement, eh bien, les établissements publics qui utilisent nos impôts doivent passer par la commande publique, respecter le code de la commande publique. Et donc, pour répondre aux besoins identifiés en matière de travaux, de fournitures et services, un organisme public doit donc passer par la commande publique et doit conclure un marché public. Vous avez en dessous l'article du code qui reprend ça. Ce qu'est un marché public, c'est bien un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec des opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins. On a beaucoup parlé de ça en plénière tout à l'heure. Donc en matière de travaux, services, fournitures, et en contrepartie d'un prix. Évidemment, on parle d'achat, il faut un prix derrière. Donc voilà la définition du code de la commande publique. Et donc, lorsqu'on parle de commande publique, on va adresser un grand nombre d'enjeux. Des enjeux qui sont donc multiples, à savoir que, on l'a vu, 42 milliards, ce sont un montant global d'achat à l'hôpital, mais partout, qui augmente. Des enjeux financiers de plus en plus importants. Et on parle de code de la commande publique, donc il y a évidemment un risque juridique, un risque réglementaire et derrière
des questions de responsabilité. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans le parcours de lancement d'un appel d'offres de commande publique, on parle de temporalité longue pour qualifier le besoin, rédiger le cahier des charges, j'y reviendrai, mais allez, on met 9 mois en moyenne, mais il y a mes collègues acheteurs qui sont également présents, qui pourront vous dire que ça peut largement être plus long. On peut, entre le moment où on qualifie le besoin et le moment où on notifie un marché, ça peut être 12-18 mois. Voilà, il faut aussi des compétences spécifiques selon les sujets qu'on adresse. Si on lance un marché public sur des questions d'énergie, de dispositifs médicaux, de solutions numériques, ce n'est pas le même type de cahier des charges. Il y a évidemment des questions RSE qui sont de plus en plus importantes. C'est bien beau de lancer un marché, mais il faut également en assurer la mise en œuvre. Alors ça ne fonctionne pas, tant pis pour moi. Si, ça fonctionnait ? Sur l'écran ? Il faut bien viser. Je ne suis pas certain. On va faire sans, c'est pas grave. Donc suivre la mise en œuvre, effectivement, c'est important. On le sait, on l'a vu toujours avec le Covid, les questions d'approvisionnement dans les temps, des pénalités, tout ce qui pouvait aller dans la suite d'exécution. Assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Et également la question du contrôle de la gestion des achats, qui n'est pas anodine pour un directeur d'établissement. Donc voilà un peu les enjeux en matière d'achat public. De manière un peu synthétique, mais ça me semblait important de rappeler tous ces points en préambule. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. En tout cas, ça permet de dresser un petit panorama des différents enjeux. Pour finir ce panorama et avant de vous présenter le RESA, je voulais vous rappeler quelque chose, c'est comment ça se passe concrètement l'achat au sein des... Alors je vais parler d'hôpitaux, mais des établissements publics. En fait, il y a plusieurs options. Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais je préfère le répéter pour que ce soit clair. Un établissement peut acheter en direct, évidemment, c'est-à-dire qu'il peut de lui-même lancer ses propres appels d'offres. Mais il peut avant tout acheter en direct auprès d'un fournisseur. Alors ça se fait dans quel cadre ? Ça se fait dans le cas où, en fait, cette contractualisation est possible en deçà d'un certain seuil. En deçà de 40 000 €, le code indique qu'il est possible de contractualiser de gré à gré, sans publicité ou mise en concurrence. Cependant, ce sont des rares cas possibles et on voit que ce n'est pas le plus développé. Autre possibilité, un établissement peut lancer de lui-même son propre appel d'offres. Il peut lui-même rédiger son cahier des charges et lancer son appel d'offres. Voilà. Et depuis 2016, sachez que l'ensemble des établissements publics sont regroupés auprès des groupements hospitaliers de territoire. Donc, les chiffres que je vous donnais en introduction, les 1337 établissements publics, sont regroupés au sein de 135 GHT. Et ces établissements support de GHT ont la compétence en termes de compétence achat. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de commande publique, les établissements peuvent gérer leurs propres procédures. Cependant, il est également possible de passer par une centrale d'achat et de deux manières. Premièrement, en passant par des achats groupés, mutualisés, auprès de centrales locales ou régionales, avec des groupements de commandes, des centrales d'achat locales, groupements d'achat régionaux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on y vient, il est également possible de passer par l'achat en centrale d'achat nationale, où là, le nombre est beaucoup plus réduit. Et c'est là qu'on va pouvoir vous présenter ce qu'on réalise au RESA. Nous sommes une centrale d'achat nationale depuis 2016. Il existe d'autres centrales d'achat qui ont également cette compétence. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter ce qu'on réalise au sein du RESA. Et j'en profite pour vous présenter Angélique Dizier qui nous rejoint. Qui est un petit peu en retard. Qui était sur une autre table ronde précédemment. Je vais te laisser continuer Aurélien, j'interviendrai à ton signal. Très bien. Donc, je vous propose de passer à la présentation du RESA. Donc le RESA. Nous sommes donc une centrale d'achat nationale créée en 2007 et nationale depuis 2016. Et l'objectif, c'est effectivement d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation de la fonction achat au sein des établissements publics afin d'améliorer leur performance individuelle et collective. En gros, nous sommes un peu plus de 200, principalement basés à Paris, et notre travail, c'est principalement de lancer
des appels d'offres, des mises en concurrence, des consultations pour référencer des solutions et ensuite pouvoir proposer des solutions référencées conformément au code de la commande publique aux établissements publics, leur faire gagner du temps, de la simplicité et pouvoir accéder donc à des achats de manière mutualisée. On a un peu plus de 200 collaborateurs à Paris, mais également en région, nous sommes présents avec des correspondants régionaux. Et au sein des équipes, donc, nous avons principalement des acheteurs qui sont chargés donc, de rédiger les cahiers des charges, de lancer les consultations et d'en assurer le suivi, mais également une équipe de juristes, des ingénieurs biomédicaux, des pharmaciens directement au sein du RESA, des fonctions support. Voilà, ce qui nous permet d'adresser un ensemble de sujets. Et pour être plus précis, aujourd'hui, sur les sujets qu'on peut adresser, c'est déjà savoir qu'on peut travailler avec, je l'ai dit en introduction, le secteur sanitaire, mais également le secteur médico-social et social. Donc, ce qui nous différencie notamment d'autres centrales, c'est vraiment de pouvoir travailler avec l'ensemble des hôpitaux publics, je l'ai dit en introduction, les ESPIC, mais également les EHPAD publics, les CCAS, les collectivités territoriales, les universités, les ARS, les agences nationales de santé. On adresse vraiment l'ensemble des établissements publics qui ont un lien avec la santé. Alors, évidemment, principalement le sanitaire et le médico-social, mais je pense qu'on a vocation à vraiment se diversifier de plus en plus et à adresser tous ces besoins. Et d'ailleurs, on le voit en termes de chiffres clés de la centrale, c'est que pour l'ensemble de ces acteurs, l'an passé, on a pu les accompagner sur l'achat d'un volume de prestations services fournitures qui est d'un peu plus de 3 milliards d'euros, 3 milliards 200 millions d'euros pour l'ensemble de ces adhérents. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 1000 fournisseurs qui sont titulaires de marché chez nous. Et on a, alors le chiffre n'est plus tout à fait à jour, on est à plus de 6000 marchés disponibles. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les différentes modalités pour acheter, il faut bien comprendre qu'un établissement a toujours le choix de lancer en propre ou de passer par une centrale. Et en tout cas, s'il désire passer par une centrale, et notamment le RESA, il pourra regarder ce qu'on propose au sein de nos 6000 marchés disponibles et voir si ça correspond à ses besoins et s'il décide de passer par nos marchés. Alors, par rapport au volume d'achat en 2024, je crois qu'on a eu des demandes qui sont en croissance à 2 chiffres tous les ans sur le volume achat géré, avec une part de système d'information aussi en grande augmentation. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de besoins exprimés par les établissements pour passer par nos marchés. On adresse différentes typologies d'acteurs publics et également on a 12 familles achats qui nous permettent d'avoir 12 verticales. Je vous l'ai dit, ça demande de l'expertise pour chaque type de marché lorsqu'on lance une consultation. Sachez que nous, on va évidemment adresser des familles achats relatives aux dispositifs médicaux, aux médicaments, aux solutions IT, télécom, mais on va aussi avoir des acheteurs spécialisés sur la logistique, dans le domaine des services généraux, services RH, hôtellerie. Donc on va adresser l'ensemble des besoins des établissements. Et pour finir cette présentation d'IRESA, nous sommes évidemment en premier lieu une centrale d'achat. Nous proposons donc des marchés conformes à la commande publique, mais nous avons également un centre de ressources et d'expertise qui nous permet de proposer des formations sur l'achat public, que ce soit aux industriels ou bien aux établissements. Nous sommes certifiés Calliope, on a plus d'une centaine de formations chaque année, donc ne vous inquiétez pas, là on va juste voir juste le b.a.-ba des marchés publics, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire à des formations. On a également un événement annuel qui s'appelle les Journées de l'achat et logistique. Et on a également des journalistes qui sont salariés du RESA et qui publient des guides pour aider les établissements à mieux acheter et également qui alimentent un site internet qui permet de mettre en avant des fonctions au sein des établissements, des achats, des questions de RSE, des questions d'innovation. Donc il y a 2 ou 3 articles publiés chaque jour. C'est gratuit évidemment et c'est possible de s'informer de la sorte en passant par ce site achat-logistique.info. Voilà pour les grandes questions, enfin une présentation assez synthétique de la centrale d'achat du RESA. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie qui est relative aux grands principes de la commande publique
Et Angélique, je te propose qu'on fasse ça ensemble. Oui, ça te convient? On y va. On y va? Très bien. Je pense que Aurélien, en introduction, tu as déjà rappelé l'importance de la commande publique pour l'innovation. Alors, je l'ai rappelé de manière générale, j'ai donné quelques chiffres relatifs à la C'est quand même commande pour ça publique. qu'on parle de ça aujourd'hui, parce Ouais. que pour les solutions innovantes, c'est un passage obligé à un certain niveau quand on veut vraiment diffuser sa solution auprès des établissements, en tout cas publics, c'est-à-dire ceux qui sont soumis au code de la commande publique. Comment ça fonctionne la commande publique? Ça fonctionne autour de 4 principes qui sont assez simples, puisqu'ils sont presque un peu de bon sens. Ces principes, ils sont rappelés dans les petits carrés que vous avez là. C'est la liberté d'accès, l'égalité de traitement, la transparence et l'utilisation efficace des deniers publics. En gros, toute la réglementation des marchés publics, elle tourne autour de ces 4 principes-là. La liberté d'accès, pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de discriminer des entreprises en fonction de leur nationalité, de leur taille, etc. On a l'égalité de traitement, pourquoi? C'est qu'on doit traiter tout le monde de la même manière. Donc les entreprises qui candidatent aux appels d'offres, elles doivent être considérées et évaluées de la même façon, là encore, sans discrimination et sans différence de traitement. Le principe de transparence, c'est le principe qui est notamment traduit par le fait que les procédures de marché public, elles sont publiées. Donc tout le monde, citoyen, entreprise, établissement, a connaissance des procédures de marché public qui sont lancées en France et au sein de l'Union européenne grâce notamment aux avis de publicité. Et puis l'utilisation efficace des deniers publics, c'est un principe qui quelque part découle des 3 autres, puisque quand on applique les 3 premiers principes, on est censé aboutir à un résultat qui est respectueux, on va dire, de l'utilisation des deniers publics et qui est censé être performant, puisque comme on a mis en concurrence, forcément, il y a un degré de performance qui résulte de la mise en concurrence. Alors pour entrer un peu plus dans le détail de ces principes-là, quels sont les principes et les règles qui s'imposent aux acheteurs publics et donc notamment aux établissements publics de santé? Alors ces règles-là, elles vont être plus ou moins contraignantes en fonction des montants de l'achat envisagé. Globalement, et pour l'instant, puisque ce seuil va peut-être augmenter bientôt, vous avez dû en entendre parler, puisque c'est Sébastien Lecornu qui a annoncé ça au Salon des maires, que le seuil de 40 000 € serait peut-être porté à 60 000 €, mais ce n'est pas encore fait. En tout cas, en gros, en dessous de ce seuil de 40 000, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de procédure stricte, encadrée, qui soit imposée aux acheteurs publics. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, totalement, mais on va dire qu'il y a une certaine souplesse et ils peuvent se contenter de consulter de manière assez libre des entreprises, de demander des devis et de faire leur choix parmi les devis qui semblent les plus intéressants, les plus compétitifs. Ce seuil de 40 000 a la particularité, quand on parle d'innovation, d'être porté à 100 000 €. C'est-à-dire que la règle des 40 000, elle marche pour l'achat innovant jusqu'à 100 000 €. Là encore, discussion, liberté, on va dire, des uns et des autres. Ensuite, on peut passer un seuil à partir de 100 000 € qui là oblige à un formalisme un peu plus encadré, un peu plus contraignant. On va être dans ce qu'on appelle le champ donc, bleu moyen, là, des procédures adaptées, ça s'appelle, pour lesquelles, si le besoin, je suis désolée de rentrer autant dans les chiffres, mais quand on parle de commande publique, on est obligé. Si le besoin est d'un montant supérieur ou égal à 90 000 €, on va être obligé de faire un avis de publication quand même, mais dans un support national, qui est pour l'instant le bulletin officiel des marchés publics. Et on va devoir mettre en place une documentation, des critères de notation et un minimum de transparence auprès des entreprises. Puis après, quand on est au-delà de ce seuil de 221 000, là, on est carrément dans ce qu'on appelle les procédures formalisées. Donc là, c'est en gros l'appel d'offres européen avec la publication au journal officiel de l'Union européenne, des délais de consultation des entreprises qui sont imposés, minimum 30 jours, des possibilités aussi pour les entreprises rejetées de faire des référés, des recours éventuellement. Donc là, on va dire qu'à partir de 221 000 € pour les fournitures et les services, on est dans le max de ce qui est imposé par la réglementation. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ces chiffres-là, donc les 40 000, 100 000, 221 000, il ne faut pas les apprécier de manière isolée ou séparée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une machine vaut, par exemple, 221 000 € ou 220 000 € qu'on va se trouver dans la procédure adaptée. Il faut faire attention parce que dans l'appréciation de ces seuils-là, l'établissement
de santé doit tenir compte de l'ensemble des besoins de son groupement, parce qu'en général, les établissements publics de santé, ils appartiennent à des groupements hospitaliers de territoire, comme l'a expliqué Aurélien. Donc il va falloir qu'ils additionnent les besoins potentiels de tous les établissements du groupement pour déterminer le montant total de l'achat. Et il va falloir aussi qu'ils raisonnent en grande famille d'achat. C'est-à-dire que par exemple, pour un équipement biomédical, admettons un échographe ultra innovant, on ne va pas pouvoir prendre juste le prix de l'échographe. Il va falloir l'additionner et le considérer sur l'ensemble des besoins d'équipements biomédicaux de tous les établissements du groupement hospitalier de territoire. C'est pourquoi, dans 99,9% des cas, un établissement de santé, quand il fait un achat, il doit tout de suite aller dans le violet, parce qu'il va tout de suite être sur des volumes énormes quand il considère toute la famille d'achat de son besoin, en plus regroupé avec les besoins de ces comparses établissements au sein du groupement hospitalier de territoire. C'est pourquoi les centrales d'achat ont beaucoup de succès dans le domaine hospitalier, parce que quasiment systématiquement, les établissements vont se dire, moi, au lieu de me casser la tête à calculer mon seuil et mon besoin, je préfère passer par une centrale d'achat, car je sais que la procédure maximale a été mise en place et que donc mon achat va être sûr du point de vue juridique. Effectivement, ça permet cette sécurité juridique qui est recherchée, comme on l'a vu dans les grands enjeux présentés en introduction. Et alors, on parle depuis tout à l'heure de procédure d'achat public. C'est peut-être intéressant de revoir quelles sont les principales étapes et comment ça se passe concrètement pour pouvoir lancer, notifier un marché et l'exécuter. Et on a parlé en introduction de temps long, de temps qui peut être de 9 mois, 12 mois, 18 mois. Alors, quelles sont les grandes étapes? Tu veux nous en dire un peu plus, Angélique? Alors, il y a effectivement la première étape qui est la préparation, avec donc la définition du besoin, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin et pourquoi. Là aussi, on va avoir des approches qui vont être différentes entre une procédure qui est lancée en local par un établissement et une procédure qui peut être lancée par une centrale d'achat comme nous, le RESA. Pourquoi? Parce que l'établissement, il va définir un besoin qui lui est extrêmement propre, donc très individualisé, alors que le rôle de la centrale d'achat, c'est pas ça. C'est plutôt de définir un besoin qui est censé être le besoin du plus grand nombre, donc avec un minimum de standardisation pour faire en sorte que une majorité d'établissements trouvent finalement ce dont ils ont besoin à travers des cadres qui vont être beaucoup plus larges que ce que peut faire un établissement tout seul. Par quoi ça passe la définition du besoin? Ça passe par une veille. Quand on parle d'achat innovant, nous, on a notre centre d'innovation par les achats, dont c'est le métier de faire cette veille et d'être à l'affût des solutions innovantes qui se développent ou des besoins innovants des établissements de santé sur le terrain. On a ensuite les étapes de sourcing, où là, on va discuter, échanger avec les entreprises qu'on a identifiées sur leur modèle économique, sur leur business plan, sur leur roadmap, quel développement elles envisagent dans les années qui viennent. Tout un tas de choses qui vont nous servir pour rédiger le cahier des charges et donc les vrais documents de la consultation. Ça, on est dans l'étape en fin finalement de préparation. C'est cette étape de rédaction du dossier de consultation des entreprises dans lequel on va notamment retrouver des cahiers des charges techniques et administratives dans lesquels on aura défini nos exigences, qu'est-ce qu'on veut qu'on cherche comme type de solution, qu'est-ce qu'elle doit faire, quel service elle doit rendre aux établissements. Et dans les clauses administratives, vous aurez des choses très importantes qui touchent notamment au modèle économique, au paiement et à la facturation de la solution. Et tous ces documents-là, si on arrive à les rédiger de manière à peu près cohérente, j'en suis sûre, c'est grâce aux étapes d'avant, c'est-à-dire à la veille et au sourcing qu'on peut réaliser. Une fois qu'on a rédigé notre DCE, vient l'étape de passation proprement dite, où là on rentre, on va dire, dans la période aussi de silence, c'est-à-dire que là on ne parle plus avec les entreprises ni avec les établissements, il n'y a plus de dialogue, là on est dans une période vraiment, on va dire, de huis clos, où les entreprises découvrent le résultat, notre cahier des charges, et préparent leur réponse à l'appel d'offres. On a dans cette phase-là de passation l'étape aussi d'analyse des offres et puis de choix finalement de l'offre qui ressort la mieux classée et qui est donc attributaire. Et ensuite va démarrer la phase d'exécution. Et là, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille de plus en plus au niveau de la centrale d'achat, c'est d'être vraiment accompagnant des solutions et des titulaires pendant toute la durée d'exécution du marché. On ne s'arrête pas seulement à vous êtes attributaire d'un contrat, bon courage, mais on essaie pendant les 4 ans que dure en principe le contrat, d'être à votre écoute, d'être aussi à l'écoute des établissements et de faire progresser à la fois la solution et les clauses qu'on a pu mettre pour que ce soit toujours adapté aux besoins et le plus performant possible.
Et tu l'as dit, un contrat dure 4 ans une fois qu'on l'a notifié. Et ce qu'il est important de voir aussi, c'est le terme souligné là, dans la première étape, c'est la phase de sourcing. La phase de sourcing, elle est vraiment indispensable de connaître pour vous, puisque c'est le seul moment où vous allez pouvoir discuter avec l'acheteur en amont, parler de votre techno, parler de votre modèle économique, et derrière, ça peut permettre à l'acheteur de prendre en considération votre positionnement pour rédiger sa stratégie achat. Et comme l'a dit Angélique, dans toute la deuxième phase de passation, il n'y a plus aucun échange. Donc vraiment, il faut pouvoir être au bon endroit au bon moment, et notamment lors de cette phase de sourcing, pour faire valoir sa techno, son produit et son modèle économique. On peut passer peut-être rapidement là-dessus, mais Angélique, c'est important de... Non, voilà. Alors, juste pour rapidement vous indiquer, on a évoqué le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Hein. Ce sont l'ensemble des pièces du marché qui sont préparées par les acheteurs et auxquelles vous allez devoir vous confronter lorsque vous répondez à un appel d'offres. Et alors, il y a donc, pour remettre une offre, des documents à renseigner, des documents à lire en amont, des documents à renseigner et des documents qui sont de l'ordre de l'administratif, du technique, des services associés. Il y a tout un vocabulaire qu'il faut connaître, et également des documents dont il va falloir se saisir et savoir dans quel ordre les lire. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le sujet de rentrer trop dans les détails, mais sachez que vous y serez confrontés si vous souhaitez répondre à un appel d'offres. Oui, et c'est aussi cette partie-là, on va dire, de jargon et de vocabulaire qui crée aussi beaucoup de crispation entre acheteurs publics et entreprises, surtout les startups et les entreprises innovantes. C'est pourquoi on fait aussi des efforts là-dessus, sur la rédaction et la présentation de nos documents. On a mis en place cette année un règlement de consultation qui est ce qu'on appelle en legal design, parce qu'on essaie d'innover nous aussi, donc d'être avec des documents qui sont plus compréhensibles pour des personnes dont c'est pas le métier que d'être juriste en droit de la commande publique ou acheteur public. Donc on essaie de vous permettre de rendre l'exercice le plus facile possible en évitant des choses un peu, des acronymes un peu compliqués type CCTP, etc. Donc on fait des schémas, des dessins, enfin des choses qui sont un peu plus sympas et pédagogiques pour s'y retrouver. Ouais, il est vrai que lorsque vous téléchargez un cahier des charges, vous avez souvent 10 documents avec des intitulés assez incompréhensibles de prime abord. Et l'idée aussi, c'est d'avoir ajouté un guide de réponse pour vous indiquer dans quel ordre lire les documents, ce que ça signifie, quels sont les enjeux pour chaque. Donc c'est un document qui est ajouté en plus de l'ensemble de ces documents qui sont obligatoires, et qu'on ajoute pour les procédures notamment d'achat d'innovation. Toujours pour préciser certains points en termes d'achat et de procédure, il existe 2 modalités d'achat possibles. On va avancer rapidement là-dessus, mais sachez qu'il y a 2 possibilités pour les centrales d'achat de proposer des modèles de contractualisation. Le premier modèle est ce qu'on appelle le modèle intermédiaire. Donc on a lancé un marché, on a notifié à une entreprise, une ou plusieurs, selon que ce soit mono ou multi-attributaire. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition les pièces du marché auprès d'un établissement qui va lui-même devoir adhérer à ce marché auprès du RESA. On lui met à disposition des pièces du marché, et derrière, l'établissement peut contractualiser directement avec l'entreprise. Et ensuite, donc le titulaire, c'est-à-dire l'entreprise qui est titulaire du marché, va facturer directement le bénéficiaire, donc l'établissement. C'est ce qu'on appelle la modalité intermédiaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au RESA, on a le choix entre cette modalité intermédiaire et également la modalité dite grossiste ou bien achat-revente. Achat-revente, ça parle bien. Dans ce cadre-là, en fait, le RESA va passer le marché et l'exécuter lui-même. C'est-à-dire qu'il va passer, nous, on va passer commande auprès de l'entreprise. Nous allons revendre à l'établissement, et derrière, par ce biais, l'entreprise va facturer le RESA directement. Le RESA va facturer l'établissement. Ce qui signifie, et c'est la phrase qu'on voit en gras en bas de la slide, c'est que l'entreprise facture le RESA, qui se charge de payer à l'entreprise directement. Et nous avons des délais de paiement aujourd'hui de l'ordre de 7 à 8 jours pour régler la facture de l'entreprise.
Alors, je crois que c'est à peu près le même temps pour les établissements pour payer des factures, non, Angélique? Non, je me trompe? C'est 10 fois plus, je pense. Ah, peut-être que c'est 10 fois plus. Donc, Ça dépend lesquels. ça dépend évidemment de quel établissement on parle, mais c'est un choix, la modalité grossiste, qu'on applique régulièrement, même quasiment systématiquement, pour les achats de solutions innovantes, puisqu'on a bien conscience que les questions de trésorerie et disponibilité de cash sont essentielles. Et donc, on va privilégier cette modalité grossiste pour les achats de solutions innovantes. Pour finir cette partie, juste les bénéfices de solliciter une centrale d'achat, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai que nous, on adresse l'ensemble des établissements au niveau national. Donc, être référencé auprès d'une centrale, c'est aussi avoir accès à plus de 4000 établissements. C'est le nombre d'adhérents à la centrale d'achat aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous avons 12 familles achats, des experts sur chacune de ces verticales, et donc nous avons des compétences dédiées, ce qui nous permet de gagner du temps et de l'expertise dans la rédaction des différents appels d'offres. Le gain de temps, il est essentiel, c'est aussi un gain de temps pour les établissements afin d'accéder aux solutions, puisque nous avons des solutions, des marchés sur étagère. Un établissement peut faire son benchmark et savoir s'il peut passer par une centrale et ne pas avoir à lancer sa propre procédure qui va prendre 9-12 mois. Donc évidemment, lorsqu'il passe par la centrale, ça va beaucoup plus rapidement. De la sécurité juridique. Nous sommes réputés et présumés conformes, enfin nos marchés sont présumés conformes à la commande publique. Donc évidemment, c'est aussi un soulagement pour les établissements et un argument de poids pour les entreprises qui, une fois référencées au RESA, peuvent dire ne vous inquiétez pas, regardez, je suis au RESA, je suis conforme au code de la commande publique. Voilà, ça peut faciliter le déclenchement de vente. Des conditions qui peuvent être avantageuses puisque nous mutualisons et les solutions qui répondent à nos marchés pourront adresser l'ensemble du territoire. Donc, lors des réponses aux appels d'offres, il peut y avoir des conditions plus favorables. Et enfin, le RESA, nous sommes l'interlocuteur unique auprès de l'entreprise au niveau des bons de commande, des BPU, de la contractualisation, de la facturation, ce qui fait aussi gagner du temps pour les entreprises. Ils savent à qui ils s'adressent et ça évite de multiplier les divers interlocuteurs auprès des établissements. Alors, une fois qu'on dit ça, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des commerciaux non plus. Nous apportons ce vecteur contractuel, mais il reste aux entreprises à toujours faire ce travail de démarche commerciale auprès de chacun des établissements. Nous, on vient apporter un vecteur contractuel sécurisé par la suite. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la connaissance des marchés qu'on propose, sachez que nous avons un site internet qui s'appelle l'Espace Acheteur, qui permet de voir l'ensemble de nos 6000 marchés qui sont disponibles pour les établissements. Ça vous permet également de voir les dates d'accessibilité de ces différents marchés, notamment les dates de fin. Et si vous regardez les dates de fin, par exemple un marché qui serait disponible jusqu'au novembre 2026, j'ai dit que ça durait 4 ans, novembre 2026, ça veut dire qu'on va faire le travail de préparation du prochain marché quasiment 1 an avant, voire 9 mois avant. Et c'est là que vous pouvez rentrer dans une phase de sourcing. C'est là que vous pouvez anticiper les phases de sourcing de nos acheteurs. Et également disponible sur notre site, justement le calendrier pour anticiper ces phases de sourcing sur l'ensemble de nos marchés. Alors on va pouvoir passer à la partie suivante qui va probablement vous intéresser, c'est savoir comment acheter des solutions innovantes avec le RESA. Ou bien comment être référencé auprès du RESA. Alors on a parlé de commande publique, les grands principes, mais là l'idée c'est de faire le focus sur l'innovation. Ce qui est intéressant, c'est que le code de la commande publique donne sa propre définition de l'innovation. Or, cette définition, elle n'est pas forcément la même lorsqu'on parle d'innovation avec des partenaires industriels, avec BPI France, avec différents acteurs, l'ARS. Mais le code de la commande publique donne une définition précise, alors précise en tout cas, énonce une définition que l'on trouve à un article précis du code. Mais comment est définie l'innovation ? Eh bien, sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça laisse une certaine latitude d'interprétation et finalement, ça nous donne peut-être un grand axe pour définir ce qu'est l'innovation, mais on sent bien que la définition n'est pas ultra précise. Donc,
le fait que cette définition laisse de la place à l'interprétation, parfois à du doute selon certains acheteurs, eh bien ça laisse aussi une marge de manœuvre qui est pas négligeable et dont on peut se saisir et qui peut devenir un levier. Il y a quand même des indications qui nous permettent de savoir que l'innovation, ce n'est pas forcément une innovation disruptive, technologique, mais elle peut être aussi considérée comme une innovation d'organisation, de commercialisation, de procédés. Et ce n'est pas juste du coup une innovation techno. Et pour aller plus loin, si vous posez des questions, il est possible aussi de travailler avec des certaines grilles d'orientation, ce qu'on appelle le faisceau d'indices, qui peut permettre de qualifier ou non une solution comme étant innovante ou pas. Alors, une fois qu'on a qualifié l'innovation, ça peut avoir des enjeux derrière en termes de code de la commande publique, puisqu'il y a certaines procédures qui vont être applicables seulement pour les solutions innovantes. On l'a déjà un peu évoqué, le seuil notamment de 40 000 € qui permet de faire du gré à gré est rehaussé à 100 000 € lorsqu'on peut qualifier la solution d'innovante. Alors sachez qu'aujourd'hui, même si ce seuil de 100 000 € est maintenant bien ancré dans le code, son utilisation reste assez marginale, puisqu'il faut bien comprendre que les acheteurs, au sein des établissements publics, ont quand même comme mission principale de sécuriser juridiquement leurs achats. Et forcément, le fait d'avoir un doute sur la qualification de l'innovation peut apporter une certaine frilosité dans la volonté de qualifier ou non telle ou telle solution comme innovante, puisque derrière, ils peuvent être sujets à des recours de la part de concurrents ou bien d'institutions. Donc il y a une certaine frilosité à utiliser cette qualification. Frilosité que nous, au RESA, je dois dire, on a peut-être un peu moins, et ce qui fait eh bien, tout le sel de notre présentation aujourd'hui. Alors, on vous parle d'innovation. Juste pour reboucler avec ce qu'on fait au RESA, eh bien, nous avons donc un centre de l'innovation par les achats qui existe depuis 2018 et qui a différentes missions. Déjà, c'est de répondre aux besoins des établissements afin de simplifier l'accès des solutions innovantes à la commande publique et de faciliter aussi l'adoption en produisant des indicateurs et des ROI duplicables. Donc nous, l'idée, ce qu'on fait au centre de l'innovation par les achats, c'est qu'on va essayer de détecter et d'évaluer des solutions innovantes. On est là pour ça aujourd'hui, mais on le fait au quotidien et on ne le fait pas tout seul. L'idée, c'est donc d'identifier ce qu'il existe, faire de la veille et derrière de trouver le bon moyen d'intégrer des innovations au sein de la centrale d'achat pour ensuite pouvoir présenter ces solutions et en faciliter l'acquisition par les établissements. Voilà vraiment notre mission, faciliter, mieux connaître l'écosystème, les innovations, évaluer, intégrer et les faire connaître auprès des établissements. Alors quand on parle d'innovation, vous le savez autant que moi, il y a toute la chaîne de valeur et tout le programme de développement des solutions innovantes. Alors évidemment, ça pourrait être contesté, c'est des grandes étapes qui divergent, qui sont différentes selon qu'on se trouve dans le numérique, le DM ou voire la biotech. Mais en gros, il y a des grandes étapes d'idéation, validation de la POC, d'accélération. Et vous êtes accompagné sur ces grandes étapes par différents interlocuteurs. Voilà. Même si nous, on peut avoir des actions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on est quand même plutôt en bout de chaîne. Nous, on est là donc pour diffuser les offres et les permettre une accessibilité et un achat de la part de tous les établissements. Donc il faut avoir évidemment le marquage chez eux, ou bien si vous n'êtes pas du DM avec cette obligation réglementaire, en tout cas avoir un produit sur le marché, un modèle économique et un produit qui peut avoir vocation à être vendu sur l'ensemble du territoire. Au sein du centre de l'innovation par les achats, ce qui nous qualifie aussi, c'est qu'on va travailler avec tout un ensemble d'acteurs. Aujourd'hui, on est une équipe presque de 5 personnes au sein du RESA. Et par contre, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec nos collègues acheteurs au sein de la centrale d'achat. On va travailler également avec les établissements afin de mieux connaître leurs besoins, se rapprocher aussi des retours d'expérience lorsqu'ils font de l'innovation. Donc on est en lien avec les acheteurs des établissements, mais également avec les directions innovation. On va travailler évidemment avec les entreprises innovantes, connaître ce que vous faites et pouvoir vous accompagner là-dessus, sur la sensibilisation au code de la commande publique.
On va travailler aussi avec les institutions. Donc, on a vocation à vraiment avoir des antennes et capter l'innovation et favoriser les relations, le lien entre les différents acteurs, avec toujours cet objectif d'avoir des solutions innovantes qu'on pourra ensuite proposer plus simplement à l'acquisition auprès des établissements. Alors, des actions qu'on mène, parmi d'autres, on a initié un tour de France des établissements, donc on s'est déjà rendu dans différents CHU, SCH, voire ESPIC, pour comprendre les organisations, les fonctionnements et des retours d'expérience. On fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation à la commande publique auprès des entreprises, mais également auprès des acteurs de l'écosystème avec qui on a des partenariats. Ça nous permet de nourrir et d'alimenter notre veille. Et on participe également à des groupes de travail avec la DNS, avec les tiers-lieux d'expérimentation avec qui on a un partenariat DNS sur les tiers-lieux. On est dans les groupes de travail de la HS sur l'évaluation des dispositifs médicaux numériques. On travaille aussi à l'Europe. On va travailler avec BPI France, qui est un partenaire privilégié aussi pour réfléchir à leurs futurs appels à projets qui permettent de toucher des subventions, comme les AAP comme Impact. Donc voilà, on n'est pas tout seul, on travaille avec l'ensemble des acteurs d'écosystème et on a notamment noué des partenariats conventionnés avec tous les acteurs que vous pouvez voir là, qu'ils soient institutionnels, incubateurs, accélérateurs, voilà, ou comme avec Polytechnique, avec qui on a signé un partenariat très récemment. Et ça, évidemment, c'est dans le secteur sanitaire, mais également médico-social. Voilà, secteur très important et qui a vocation à se développer dans les prochains mois, prochaines années, pour pouvoir fournir une offre complète de solutions innovantes pour nos bénéficiaires du secteur social et médico-social. Donc, pour vous dire qu'on ne travaille pas de manière isolée et pour faire une veille qualifiée et également avoir des critères d'évaluation fiables, on s'appuie sur un ensemble de partenaires. Alors, une fois qu'on a structuré et mis en place une organisation pour favoriser l'achat d'innovation, on va vous présenter les manières, les techniques d'achat qui sont aujourd'hui utilisées par le RESA pour pouvoir justement intégrer des solutions innovantes dans notre catalogue d'offres. Catalogue d'offres d'ailleurs qui est présent sur notre stand qui s'appelle Eureka. Angélique, est-ce que tu veux détailler ou pas forcément? On fait ça à deux. On fait ça à deux. Oui. Ok. Donc, pour vous présenter différentes techniques achats qu'on utilise, la première, c'est tout simplement la technique d'achat des MAPA habituelles. J'aurais commencé par la droite finalement, Aurélien, peut-être, non? Alors. J'aurais plutôt commencé par le marché à 100 000, dans l'autre sens. Parce que c'est le seuil qu'on a évoqué tout à l'heure, là, de 100 000 € sur l'achat innovant. On l'utilise, nous, en tant que centrale d'achat, pour faire nos propres POC d'une certaine manière. C'est-à-dire quand le budget aussi de la solution le permet, parce que 100 000 €, c'est beaucoup et c'est peu en même temps, mais sur certains sujets, je pense à nos échographes ultra portables, on se dit on voit qu'il y a un potentiel et qu'avec 100 000 €, on a peut-être déjà une enveloppe pour faire quelque chose de pas mal. Donc dans ces cas-là, on va se dire pourquoi ne pas faire, nous, un marché à 100 000 € en achat-revente, nous en tant que centrale d'achat, ce qui va permettre à la solution d'avoir un premier levier de diffusion et nous de se rendre compte si, oui ou non, il y a un potentiel et il y a un intérêt des établissements pour cette innovation-là. Donc le marché à 100 000 €, effectivement, on l'utilise. Si l'essai est réussi, là on va passer, et je suis désolée Aurélien, mais on va revenir au petit cube de gauche, on va réfléchir à lancer un appel d'offres, donc pour aller au-delà des 100 000 € et aller sur des montants beaucoup plus importants. Et on va se dire, faisons un appel d'offres, soit au sein d'une procédure plus globale qui ne concerne pas uniquement l'innovation, mais qui va concerner des besoins, on va dire, plus standards. On va mettre dans cette procédure-là un lot spécifique dédié à une solution de type innovant. Donc elle va être noyée, on va dire, parmi d'autres types de solutions, mais on peut mettre en place tout d'abord cet appel d'offres avec à l'intérieur un ou plusieurs lots qu'on va dédier aux solutions innovantes qu'on a identifiées via éventuellement des POC à 100 000 €. Effectivement. Donc on peut intégrer des lots dans des marchés qu'on a l'habitude de lancer ou de relancer tous les 4 ans. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, c'est de lancer des appels d'offres dédiés, orientés vers des solutions innovantes.
Alors, comment faire pour avoir des appels d'offres innovation qu'est-ce que ça évoque derrière et en quoi ça peut être qualifié d'appel d'offres d'innovation? Eh bien, en fait, on va ajouter des clauses peut-être spécifiques au sein de ces appels d'offres, de ces marchés. On va avoir notamment des critères d'évaluation qui sont relatifs au caractère innovant des solutions. Donc, quand on parle de critères d'évaluation, de pondération, c'est-à-dire que, en fait, un acheteur, il va noter des points, enfin, il va accorder des points en fonction des réponses obtenues. Et là, lorsqu'on lance l'appel d'offres, les entreprises qui vont répondre vont devoir répondre sur cet aspect spécifique de l'innovation et obtenir certains points lorsque telle ou telle entreprise va pouvoir justifier des caractères innovants. C'est aussi dans ce type de marché qu'on a lancé l'année dernière sur les solutions numériques innovantes. On avait notamment accordé une pondération peut-être un peu plus faible que d'ordinaire sur le critère du prix. On sait que dans les appels d'offres, il y a souvent le caractère du prix qui est très élevé, qui peut être jusqu'à 60-70% de la note finale. Or, les solutions innovantes, on sait qu'elles peuvent être parfois d'un montant supérieur à des solutions plus installées. Donc là, on baisse le critère prix en termes de pondération. On va plutôt augmenter les caractéristiques techniques, ajouter des critères relatifs au caractère innovant. Et puis derrière, on peut ajouter d'autres clauses telles que des clauses d'essai ou des clauses d'avance préalable. Voilà, tout un ensemble d'arsenal juridique qui nous permettent d'orienter finalement des appels d'offres vers la possibilité de réponse par des startups. Et peut-être aussi quelque chose d'important dans ces appels d'offres innovation, on définit aussi le besoin d'une manière à faire en sorte que les solutions innovantes puissent répondre sans être non conformes. Parce que c'est souvent le cas dans les marchés publics, les besoins techniques sont rédigés de manière très précise par rapport à des spécifications techniques ou des normes techniques qui préexistent, parce que malheureusement, on arrive mieux à décrire ce qu'on connaît que quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est aussi un exercice qu'on fait avec beaucoup d'attention, de sortir justement de ces réflexes qu'on a de décrire l'existant pour décrire plutôt une finalité et se dire voilà, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui aboutisse à ça, à ce résultat, à cette finalité, et ne pas s'attacher à décrire un existant qui enferme aussi les possibilités de réponse pour des solutions qui sortent des sentiers battus et qui sont innovantes. Le caractère fonctionnel de la solution. Si on poursuit notre petit tour des techniques achats qu'on utilise, ça peut intéresser notamment des solutions numériques principalement, mais pas que. On a différents marchés qui nous permettent de faciliter l'intégration auprès de titulaires de marché, donc des titulaires de marché qui proposent un ensemble d'offres et qui peuvent faire évoluer leur catalogue d'offres. Et c'est le cas notamment à travers notre marché Apollo qui est dédié aux solutions numériques. Mais ça passe par donc un tiers qui est donc titulaire du marché et qui fonctionne un peu comme un grossiste. Pour aller plus loin, et c'est ce qu'on a mis en place notamment sur les solutions d'IA, on peut également utiliser des techniques achats, alors qui ne vous parlent peut-être pas là à l'instant présent, mais qui s'appelle le système d'acquisition dynamique. On pourra y revenir un peu plus tard. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système qui est prévu par le code est donc, comme son nom l'indique, dynamique, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé. Ce n'est pas à un instant T, on a une solution qui répond, qui devient titulaire d'un marché, mais ce qui nous permet de faire rentrer en continu différents prestataires, différentes entreprises, différentes solutions, pour justement alimenter tout au long de la vie du marché des nouvelles solutions. Et c'est ce qu'on applique pour les solutions, pour notre marché d'intelligence artificielle. Et on pourra y revenir. Et on l'a évoqué en préambule, le marché à 100 000 €. Donc c'est vraiment aussi une procédure innovante qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas trop utilisée par les établissements, mais que nous, on prend le soin de mettre en œuvre, je l'ai dit, comme Angélique l'a dit, pour plutôt faire des POC, pour mesurer l'appétence des établissements lorsque les montants le permettent et qui nous permettent d'aller plus loin dans un deuxième temps pour passer vers un marché plus traditionnel. Et on l'a déjà indiqué un peu, mais via ces techniques achats, ça nous permet d'ajouter des critères innovants au sein de nos marchés et de faire de l'achat innovant, d'être innovant dans notre manière d'acheter. Donc on l'a dit, on peut intégrer certains critères au sein de nos appels d'offres pour évaluer les offres avec des critères de pondération. On peut également intégrer des phases de test
d'expérimentation au sein de nos appels d'offres. Ça a été évoqué en plénière ce matin, afin de ne pas juste évaluer les offres sur papier ou via des démos, mais, et c'est ce qu'on veut mettre de plus en plus en œuvre, c'est vraiment solliciter les utilisateurs finaux. C'est pour ça qu'on signe des partenariats avec les établissements aussi, afin d'intégrer une phase de quelques semaines ou quelques mois de tests en conditions réelles ou semi-réelles pour évaluer les solutions, les différentes évolutions qui auront répondu à notre appel d'offres, et du coup faire participer les utilisateurs finaux, les acheteurs finaux, les établissements, dans l'évaluation de ces solutions, et aussi de pouvoir derrière intégrer ces innovations au sein du catalogue du RESA et pouvoir indiquer qu'il y a des critères d'utilisation, de fiabilité qui ont été validés lors de ces tests, et pouvoir apporter une certaine valeur auprès des établissements qui souhaiteraient derrière acheter ces solutions. Donc voilà, on a aussi parlé de la modalité grossiste qui vise à soulager la trésorerie des entreprises innovantes avec un règlement à 7 jours. Et enfin, ce qu'on met en place, c'est aussi s'entretenir, notamment dans les phases de sourcing avec les entreprises, pour challenger le modèle économique. Alors c'est vrai que nous, on s'appuie sur des retours d'expérience, on a plus de 6000 marchés, on travaille avec tous les établissements de France, on voit ce qui fonctionne en termes de modèle économique, en termes d'évolution des modèles aussi, ce qu'attendent les établissements à tous les niveaux, et du coup, ça peut faire l'objet d'échanges avec les entreprises pour justement évoquer toutes ces problématiques, essayer d'ajuster son positionnement commercial et de voir ce qui est attendu par les établissements et d'y répondre au plus juste. Donc voilà, on a un catalogue aujourd'hui de solutions innovantes, il n'y a que quelques exemples qui sont évoqués ici. Il y a des versions numériques sur notre site et la version papier qui est disponible sur notre stand. Donc on voit qu'on a référencé plus d'une centaine de solutions, du dispositif médical, des solutions d'intelligence artificielle, solutions numériques, mais comme on a 12 verticales achats, on référence également des solutions liées au bio-nettoyage, aux services généraux, à la gestion des déchets, voilà, ou la logistique. Donc on a vraiment un spectre très large quand on parle d'innovation. On se donne cette possibilité de qualifier l'innovation aussi, nous, de manière large, et de trouver le bon vecteur, les bonnes évaluations pour pouvoir travailler avec les entreprises et avec les établissements et identifier les bons vecteurs qui vont nous permettre derrière d'intégrer ces solutions et ensuite de les promouvoir et d'en élargir la diffusion au plus grand nombre. Alors je ne sais pas si à ce stade vous avez certaines questions, des interrogations, des précisions qu'on pourrait vous donner peut-être. Bonjour, David Savag. Est-ce qu'il faut venir vous voir quand on a le marquage CE? Est-ce qu'on peut vous venir voir un petit peu avant? Ou est-ce que vous ne regardez pas du tout? Vous pouvez venir nous voir un peu avant, mais pas trop avant non plus. On peut, pour répondre à votre question, on peut attribuer un marché à une solution qui n'a pas encore le marquage, qui est en cours de marquage. On prévoit pour ça des mécanismes contractuels qui permettent d'avoir une attribution de contrat, mais de pouvoir faire la première vente qu'au moment où le marquage est vraiment apposé sur le produit, mais vous êtes déjà dans un marché RESA et on se laisse le temps, quelques mois, pour que la procédure de marquage soit finalisée. Mais il ne faut pas que ça dure des années. Donc si vous êtes vraiment à 12, 18 mois, 24 mois ou même plus de votre marquage CE, autant attendre que le marquage soit là et de se retrouver à ce moment-là. Donc oui, mais pas trop en avance. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous faites pour identifier des besoins nouveaux, justement, ou des choses vraiment innovantes qui sont vraiment innovantes, c'est-à-dire qui n'existent pas encore? Parce que il y a souvent dans l'innovation des choses de petits pas, mais quand on est face à une vraie innovation de rupture, comment ça se passe? Alors, on a mis en place des partenariats, avant tout, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour faire de la veille, pour savoir ce qui est mis en œuvre, les projets qui sont financés par BPI France, plutôt early stage,
les suivre, avoir des indications sur les dispositifs qui vont avoir le marquage prochainement. On échange beaucoup avec l'écosystème. Ensuite, comme on l'a dit, nous, on a une acceptation assez large du caractère innovant. Pour nous, ce n'est pas simplement les solutions disruptives ou qui vont chambouler de manière avec une technologie 100% nouvelle et qui vont avoir ce positionnement vraiment disruptif. Nous, on a une acceptation large dans le sens où s'il y a un impact organisationnel certain, si ça vient modifier le service de soins, le travail des soignants, on peut considérer que c'est innovant et on prend le risque de qualifier l'innovation. Ensuite, sur ce qui concerne les solutions totalement disruptives, on va s'appuyer principalement sur... Oui, et peut-être pour ces solutions-là, on ne les perçoit peut-être pas encore nous, parce que c'est vrai qu'on est une centrale d'achat, donc nous on intervient quand même à un stade où la question de l'achat va se poser. Si on est à un stade vraiment précoce, où quelque part on est en train de découvrir une solution nouvelle au niveau peut-être de la recherche clinique, de vraiment dans les établissements type CHU, etc. Nous, effectivement, on n'a pas encore nos yeux à ce stade-là. Nous, quand on va apercevoir la petite tête de l'innovation, elle aura déjà quand même un petit peu voyagé et elle aura mûri suffisamment pour qu'elle puisse arriver, comme le disait Aurélien, dans nos radars qui sont ceux des partenariats, des financements BPI, des marquages qu'on sait qui vont arriver sur certains types de sujets. Mais on est déjà sur des innovations qui pointent le bout de leur nez pour les acheteurs et on n'est pas au stade le plus précoce de l'innovation et c'est souvent, en tout cas pour les innovations, comme vous dites, vraiment de rupture, on les découvre plutôt dans les établissements sur le terrain, à un endroit où on n'est pas encore, nous, dans la chaîne de temps de l'innovation. Oui, c'est pour ça qu'on montrait tout à l'heure qu'on est plutôt en bout de chaîne lorsqu'il y a déjà le développement qui est quasiment finalisé et avec un modèle économique aussi qu'on peut discuter en amont lors des phases de sourcing, mais il faut déjà... On n'est pas le premier acheteur finalement. Il faut, alors parfois on peut l'être, mais a priori on travaille plutôt avec des solutions qui ont déjà mis un pied dans l'aspect commercial. Une autre question, il me semble. Nous, on est déjà référencé sur le marché Apollo. Et en fait, on voulait savoir à partir de quel moment, en fait, on peut sortir de ce marché et passer sur un marché en direct. On a déjà signé plusieurs contrats, on est déjà sur des renouvellements. Et du coup, c'est quoi l'indicateur qui fait qu'on passe sur un marché en direct ? Très bonne question. Alors, effectivement, aujourd'hui, Apollo, c'est la porte d'entrée pour pouvoir avoir un vecteur contractuel et proposer sa solution numérique au plus grand nombre. Et comme vous l'avez dit, il y a quand même un intégrateur, un intermédiaire qui fait que les conditions ne sont pas non plus idéales à 100%. Derrière, nous, on va toujours s'appuyer sur le recueil des besoins des établissements. Et il faut aussi qu'on fasse avec les ressources qui sont disponibles au sein du RESA et de notre calendrier achat. Il faut que ça s'inscrive aussi dans une temporalité où, en fait, lorsqu'on peut mettre des ressources, ça va être pour une période de 4 ans et ensuite on va pouvoir renouveler des marchés, tels que le marché solutions numériques innovantes. Après, du coup, il faut que ça s'inscrive dans ce calendrier et que ça puisse, ou bien si on décide de lancer un nouveau marché, qu'on ait les ressources suffisantes pour pouvoir consacrer tout ce temps de 6, 9 mois pour rétablir le sourcing, la veille, la préparation et lancer le marché. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a comme indicateur ? Je dirais que le premier indicateur, c'est aussi quand même de rentrer un peu dans les axes stratégiques que nous, on a. Au niveau du RESA en tant que centrale d'achat, par exemple, sur les dernières années, les 12-24 derniers mois, on a vraiment fait le choix de mettre en avant des solutions qui portaient sur les sujets organisationnels. Donc tout ce qui tourne autour de la QVT, de la gestion RH, ça on l'a mis vraiment en avant. Je pense aux solutions planning sur lesquelles on a travaillé, les solutions de remplacement de personnel. On a mis aussi en avant des solutions logistiques
Donc tout ce qui est gestion du stock, prévision de commandes, etc., c'est des choses qui nous intéressent. Donc on a bossé, on va dire, là-dessus. Là, c'était un peu nos axes de travail sur ces 2 dernières années. À voir sur l'année 2026 le programme qu'on se donne et qu'on pourra éventuellement communiquer, je pense, sur nos réseaux ou sur le site internet pour que vous sachiez aussi à quel moment les thématiques d'intérêt que votre solution porte sont aussi nos thématiques d'intérêt à nous. Monsieur Potel. Oui, non, juste pour préciser, on en a discuté tout à l'heure. C'est vrai, sur le marché militaire, en fait, ça va être une porte d'entrée. Nous, à la fin de chaque année, en fait, on va aussi faire un état des lieux, c'est-à-dire qu'il y a plus de, je ne sais plus combien d'éditeurs sur le marché, mais plus de 1000. Ils ne sont pas tous innovants, peut-être 100, 150 qui sont innovants, considérés comme innovants. Nous, en fait, à la fin de chaque année, on va aller regarder un petit peu le nombre de marchés qui sont passés dessus, justement, pour les différentes solutions innovantes. Et on va essayer, en gros, d'avoir un top 5 en chiffre d'affaires, mais aussi en nombre d'établissements, en fait. C'est-à-dire qu'un seul qui va faire un seul établissement parce que la solution coûte cher et qui a 1 million de chiffre d'affaires versus une autre solution qui va peut-être faire 50 fois 50 000, bah, il y aura peut-être plus un intérêt de partir sur celle-ci parce que ça veut dire qu'il y a un gros besoin, une grosse demande de la part des établissements pour ce type de solution-là. Surtout, nous, ça nous permet aussi d'aller interroger les établissements et d'avoir le retour utilisateur tout de suite du terrain. Il y a 50 établissements qui l'ont utilisé, il y a des retours utilisateurs, des retours terrain. Et donc, du coup, après, de pouvoir travailler avec eux aussi sur le montage d'un appel d'offres. Alors, malheureusement, ce n'est pas automatique. Il n'y a pas une réponse claire, nette et précise sur ce sujet-là. Parce qu'il faut justement que ça s'aligne avec tout ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que nous, on est dépendants au niveau du CIA aussi, des collègues de la centrale d'achat, qui ont une bande passante parfois assez limitée dans les 12 filières. Donc l'idée, effectivement, même si on identifie une solution innovante qui semble pertinente, qu'il faut absolument titulariser parce qu'il faut supprimer ces 10% d'intermédiaires qui est le multi-éditeur, ça va rentrer dans le top de la liste des priorités. Mais après, il va falloir la temporalité. Je sais, ça a été dit plein de fois aussi en plénière ce matin. Malheureusement, la temporalité des entreprises n'est pas toujours la même qu'avec le secteur public et les achats publics. Mais l'idée, ça va être ça. Donc, typiquement, c'est un travail qu'on est en train de faire là et qu'on va continuer en début d'année pour voir un petit peu sur cette année, via le multi-éditeur, quelles sont les solutions qu'on identifie comme innovantes, qui ont le plus de bandes passantes. Donc, s'il y a d'autres entreprises ici, peut-être, qui sont aussi à notre multi-éditeur, etc., je vous recommande de pouvoir passer, en tout cas aujourd'hui, s'il y a des établissements qui souhaitent acheter votre solution, qui ont besoin d'un vecteur contractuel, vraiment passer par le multi-éditeur. Nous, c'est autant d'indicateurs et je ne sais pas quel terme je vais utiliser, de luminaires, en gros, des petits feux qui vont s'allumer pour dire attention, il y a quelque chose à faire, on va pouvoir avancer là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une des portes d'entrée, mais derrière, la vocation, c'est d'être de titulariser les solutions où il y a une forte demande et des très bons retours de la part des établissements. Oui, j'ai encore une question, enfin même deux en fait. Est-ce que vous prenez une marge quand vous êtes grossiste? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apparente au Patriot Act américain pour favoriser les entreprises locales? Ou est-ce qu'on est vraiment obligé d'être transparent, c'est-à-dire de préférer un étranger moins cher à un Européen parce que nos impôts, c'est global, hein, c'est pas juste le prix. Du coup... Alors pour la première question, est-ce qu'on prend une marge quand on est en achat-revente? Oui. Pour les solutions innovantes, elle est faible puisqu'elle est à 2% maximum du prix d'achat. 2. Si, je te jure. 2%. Et pour la deuxième question, alors le Patriot Act, il n'existe pas en tant que tel en droit de l'Union européenne, malheureusement, parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Il y a beaucoup, je sais, de solutions numériques qui sont représentées et sur ces sujets de souveraineté numérique, des données, etc., on est de plus en plus sensibilisé et sensible. On n'a pas forcément les outils pour bien répondre à ces enjeux-là, mais on essaie systématiquement, nous, par certains biais et certains éléments dans nos cahiers des charges et dans nos procédures, de faire en sorte que les solutions européennes soient valorisées, soit en imposant certaines exigences réglementaires et de sécurité qui vont faire qu'on va naturellement se diriger vers des solutions qui ont été développées en Europe, soit en mettant aussi certains critères, notamment en termes sociaux ou environnementaux, qui là aussi sont souvent des bons vecteurs de favoritisme, entre guillemets, européen par rapport à des solutions étrangères. Mais c'est vrai que quand on parle d'innovation quand même, on a souvent la chance d'avoir des entreprises européennes et même souvent des entreprises françaises avec des produits fabriqués en France qui répondent. Donc ça, c'est tout l'enjeu aussi de faire de l'achat d'innovation. Quand on sait le mettre en valeur et quand on impose certaines exigences, on arrive à faire
à faire sortir et émerger des pépites. Et voilà, je remercie en tout cas toutes les startups qui sont présentes aujourd'hui pour tout le travail qu'elles font et cette valorisation du savoir-faire industriel français qui repose énormément sur vous et qu'on essaie nous aussi de relayer à notre niveau et en les mettant en valeur le plus possible. Une dernière question? Non, c'est bon. Bah écoutez, merci pour votre attention. On n'a pas pu présenter notre dispositif lié à l'intelligence artificielle. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir et on peut en discuter comme ça peut-être. Hein? 114, le stand. Ah, et notre stand est juste à côté sinon. Et vous avez également sur notre stand nos collègues acheteurs spécialistes IT, solutions numériques, avec Margot et Morad, et plus Léa qui est là pour l'aspect médico-social aussi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. En plus, on a des cafés, donc voilà.